Bonjour mes chers étudiants, on est toujours dans le chapitre des espaces vectoriels, mais la séance d'aujourd'hui se focalisera sur famille génératrice, famille libre et base. Ok. On va commencer bien sûr par donner les définitions de ces trois familles et après on va voir des exemples. On commence par famille génératrice. C'est quoi une famille génératrice? La séance d'aujourd'hui, elle est très importante parce que on va comprendre maintenant, lorsqu'on a vu dans les autres séances, c'est quoi un espace vectoriel, c'est quoi un sous-espace vectoriel. Après, on a vu comment tout simplement on peut créer ou construire des espaces vectoriels ou des sous-espaces vectoriels. Maintenant, on va voir des propriétés sur les sous-espaces vectoriels ou bien sûr sur les espaces vectoriels. OK? Alors, c'est quoi une famille génératrice? Alors, soit P appartient à n étoile, OK? Donc, je vais prendre P appartient à n étoile, je vais prendre E, un espace vectoriel, OK? Et je considère une famille, que je vais la noter par grand F. Alors, c'est quoi? C'est les U1, U2 jusqu'à UP. Alors, c'est une famille qui contient P vecteurs, une famille de quoi? Il se trouve où cette famille-là? Il se trouve bien sûr dans E, une famille de vecteurs de E. Alors, F est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. C'est très simple comme définition. C'est une famille génératrice de E. Ben, si et seulement si, donc on a une équivalence, si et seulement si, quel que soit n'importe quel vecteur qui appartient à E, n'importe quel vecteur qui appartient à E, alors il existe P scalaire, il existe alpha 1, alpha 2, P scalaire. Pourquoi P scalaire? Parce que n'oubliez pas que notre famille contient combien de vecteurs? Il contient P vecteurs, ok? Alors, on a dit il existe P scalaire qui appartient à R à la puissance P, tel que quoi? Tel que notre vecteur de départ, lorsque nous avons dit quel que soit U appartient à E, tel que U s'écrit comme quoi? Comme une combinaison linéaire par rapport à quoi? Par rapport à ces P vecteurs. Okay? Donc U, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à P de quoi? De alpha I fois UI. Et on a déjà donné, c'est quoi la définition d'une combinaison linéaire? Donc U s'écrit comme une combinaison, U s'écrit comme une combinaison linéaire par rapport à quoi? Par rapport à ces P vecteurs-là. Et c'est pour cela qu'on a besoin de combien de scalaires? On a besoin de P scalaires. OK? Ben, c'est ça la famille génératrice. Tout vecteur qui appartient à E, s'écrit comme une combinaison linéaire par rapport à ces P vecteurs. Ça, c'est la famille génératrice. Très bien. Après, maintenant, on va donner, c'est quoi une famille libre? Famille libre. Et bien sûr, tout ça, on va le voir et on va le comprendre à travers des exemples. Alors, c'est quoi une famille libre? Alors, une famille qui va contenir elle aussi P vecteurs, on est toujours dans le cadre général. Une famille grand F qui contient par exemple P vecteurs de U1 jusqu'à UP est libre. Alors, c'est quoi libre? Si et seulement si. Aussi, on a une équivalence. Alors, si j'ai la somme de alpha i ui, c'est-à-dire une combinaison linéaire de ces p vecteurs est égale à 0 de E, je précise 0 de E, c'est-à-dire le vecteur nul de notre espace vectoriel, je dois trouver ici que tous les scalaires, tous les alpha i est égal à 0, quel que soit i de 1
2 jusqu'à P. Ben, c'est ça libre. Hein, ok? Donc, je répète, une famille libre, si je prends P vecteurs et je dis que ces P vecteurs-là sont libres, si et seulement si j'ai une somme ou une combinaison linéaire de ces P vecteurs est égale à notre vecteur nul, ça va me donner que tous les scalaires est égal à 0. Tous les scalaires. Si je trouve un seul scalaire différent de 0, alors notre famille n'est pas libre. Je dois trouver tous les scalaires, c'est-à-dire de alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 jusqu'à alpha p, tout ça est égal à 0. Si un seul de ces p scalaires est différent de 0, donc ce n'est pas une famille libre. Très bien. Et on arrive à notre dernière définition, qui est quoi? Qui est une base. C'est quoi une base? Ok. Alors, une base. Donc, je prends F, bien sûr, les P vecteurs, toujours dans le cadre général, est une base de E, de notre espace vectoriel. Hein. Donc, on ne parle pas d'une base s'il ne s'agit pas d'un espace vectoriel. Hein. Alors, on trouve une base ou on cherche une base si et seulement si on est dans le cas des espaces vectoriels. Et vous remarquez bien sûr, j'ai écrit ici est une base, ce qui veut dire ici qu'on n'a pas une seule base. Je peux avoir une infinité de bases. Okay? Est une base de E. Alors, bien sûr, c'est toujours l'équivalence. Si et seulement si quel que soit un vecteur qui appartient à E, il existe un unique PUplé, ou bien il existe des uniques scalaires qui sont alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p appartient à RP, tel que U s'écrit d'une façon unique par rapport à ces P vecteurs comme une combinaison linéaire. Alpha I, UI, I est égal à 1 jusqu'à P. Je ne peux pas trouver d'autres scalaires qui vont être alpha prime 1, alpha prime 2 jusqu'à alpha prime P, tels que U s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire par rapport à ces nouveaux scalaires et mes P vecteurs. Donc, cette écriture-là, celle-là, cette écriture-là, elle est comment? Elle est unique. C'est-à-dire, les alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p sont comment? Sont uniques. Hein? Donc, je ne vais pas trouver d'autres scalaires différents avec la même égalité. Hein? Ou bien, ça c'est une, on va dire, c'est une définition générale. Nous, la définition qu'on va utiliser, c'est la définition suivante. Hein? C'est cette définition-là qu'on va utiliser nous. Hein? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser tout simplement qu'une base, une famille qui est une base, ça doit vérifier deux choses. Ça doit être génératrice, c'est ça ce qu'on nous on va utiliser, et ça doit être aussi libre. Ça c'est le théorème qu'on va utiliser nous. Ok? C'est notre théorème. Hein? Il faut pas, on va pas utiliser la première définition qui est un petit peu difficile. Alors nous on va utiliser celui-là. Alors pour démontrer qu'il s'agit d'une base, je dois démontrer qu'elle est génératrice et je dois démontrer qu'il est aussi libre. Alors, si j'ai génératrice plus libre, ça me donne directement que c'est une base. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que tout simplement, une base, on n'a pas une seule base, mais on a une infinité de bases. C'est pour cela, moi, j'ai utilisé ici l'article indéfini. Hein, ok? J'ai pas dit qu'il existe la base, c'est pas article défini. Article indéfini, c'est une base, c'est-à-dire je peux construire une infinité de bases. Hein. Et pour démontrer qu'il s'agit d'une base, je dois démontrer les deux choses. Je dois démontrer qu'il s'agit d'une famille génératrice et qu'il s'agit d'une famille qui est libre. Très bien. Toujours dans le cap de la base. Alors, on a aussi les réels qui sont les alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p. N'oubliez pas, hein, je vais l'écrire ici, hein, n'oubliez pas une petite chose, que notre vecteur U
s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire alpha i, ui, i est égal à 1 jusqu'à p. Et nous avons dit que cette écriture, elle est comment? Elle est unique, hein? N'oubliez pas ça. Hein? Très bien. Alors, ces réels-là, qui sont alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p, sont tout simplement, on les appelle tout simplement les coordonnées. Hein? Sont alors les coordonnées. Sont les coordonnées du vecteur u dans notre base, dans la base f. OK? Dans la base f. OK? Donc, les alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p, on va les appeler tout simplement, les coordonnées de quoi? De u dans la base f. OK? Les coordonnées de u dans la base f. Alors, ici, lorsque je vous ai dit qu'il n'existe pas une seule base, mais n'oubliez pas une petite chose, que j'ai dit que grand F est une base. Combien elle contient d'éléments ici, hein? U1, U2 jusqu'à UP. Alors, on peut écrire directement le cardinal. Alors, c'est quoi le cardinal de F? C'est quoi le cardinal de F? C'est combien de vecteurs contient notre famille? Ben, il contient combien de vecteurs? Il contient P vecteurs. Alors, toutes les bases de E, de notre espace vectoriel E, vont avoir le même cardinal. Ce qui veut dire ici quoi? Ce qui veut dire si je trouve une autre base, le même cardinal. Si je trouve une autre base différente de quoi? De F, qui ne contient pas U1, mais qui contient par exemple U'1, U'2, jusqu'à où? Ça va être jusqu'à U'P, c'est-à-dire cardinal de F', où F' est une famille qui est une base, et va avoir le même nombre de vecteurs. Ce nombre-là, notez ce nombre-là, qui est P, ce nombre, et notez dimension de E. Alors la dimension de E ici, c'est égal à combien? C'est égal à P. Dimension de E. Alors dimension de E, c'est cardinal de quoi? Cardinal de ma famille grand F. Alors on écrit comme ça, C-A-R-D, cardinal de F. Et toutes les bases, on a dit, de E, hein, si je prends F', une autre base qui contient d'autres vecteurs, une autre base de E, qui contient bien sûr d'autres vecteurs. Alors, cardinal, ça implique cardinal de F' est égal à L aussi à P. C'est-à-dire, F', notre famille, va contenir P vecteurs. Et ce nombre-là, c'est bien sûr, c'est la dimension de E. La dimension de E, c'est P. Très bien. Alors, on va commencer à voir quelques exemples. OK. Alors, exemple. Pardon. Et c'est grâce aux exemples qu'on comprenne un petit peu, on va dire, le déroulement de notre cours ou les définitions du cours. Alors, exemple. Alors, je prends par exemple, hein, donc on va commencer par le premier exemple. Je prends une famille. Alors, cette famille contient ces deux vecteurs 1, moins 2 et 2, 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je vais me poser la question, est-ce que F, il est libre? Alors, où se trouve cette famille-là?
Il se trouve dans où? Dans R2. Alors, F est libre dans R2. C'est la question que je me pose. Hein. Tout le monde est d'accord avec moi que ces deux vecteurs-là, ça appartient à R2. Hein. Alors, on se pose, est-ce que cette famille, elle est libre dans R2? Ça veut dire quoi? F, elle est libre dans R2. Je dois vérifier la chose suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la définition de libre? Si j'ai la somme des alpha et ui est égale à 0, je dois trouver que tous les scalaires est égal à 0. Ici, combien on a de vecteurs? On a le premier vecteur, celui-là, et on a le deuxième vecteur. Alors, combien de scalaires je vais prendre ici? 2 scalaires. Donc, je vais écrire quoi? Alpha 1 fois 1 moins 2 plus alpha 2 fois quoi? Fois 2, 1. OK? Tout ça est égal à combien? Est égal à 0 de quoi? De R2. Hein? De 0 de notre espace vectoriel. Alors, alpha 1, je le multiplie, je vais l'introduire bien sûr à l'intérieur du vecteur. Hein? Et donc, on va avoir ici quoi? Hein? On va voir la chose suivante. On va voir alpha 1 moins 2 alpha 1 plus, ça on l'a déjà fait. La même chose ici, je vais introduire le alpha 2 à l'intérieur. Je vais avoir ici 2 alpha 2 et alpha 2 est égal à 0 de R2. C'est quoi 0 de R2? C'est le vecteur nul qui contient deux éléments, 0, 0. Après, si je fais la somme de ces deux-là, donc de ces deux vecteurs, je vais avoir ici alpha 1 plus quoi? Alpha 1 plus 2 alpha 2. Et dans la deuxième coordonnée, c'est quoi? C'est moins 2 alpha 1 plus alpha 2. Tout ça est égal à combien? C'est égal à 0, 0. Alors, bien sûr, vous serez tout à fait d'accord avec moi. Si je fais la comparaison, je dois trouver que ce alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal à combien? Est égal à 0. Et que ce moins 2 alpha 1 plus alpha 2 est égal à combien? Est égal à 0. Très bien. Alors, je vais écrire ici, bien sûr, mon système. Alors, mon système, ça va être le suivant. C'est quoi? On a dit, c'est alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal à 0 et moins 2 alpha 1 plus alpha 2 est égal à 0. Alors, ici, l'objectif, c'est quoi? C'est que je dois déterminer les valeurs de alpha 1 et alpha 2. Si je trouve que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0, donc c'est libre. Si je trouve autre chose, alors c'est pas libre. OK? Alors, je continue. Hein. Donc, ici, tout le monde est d'accord avec moi qu'on a ici combien d'équations? On a la première équation, on a la deuxième. Dans la première équation, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais remplacer le alpha 1 et je ramène le 2 alpha 2 de l'autre côté. Donc, je vais avoir ici alpha 1 est égal à quoi? Moins 2 alpha 2. Et donc, cette information que j'ai obtenue à partir de la première équation, je vais la mettre ici où? Dans la deuxième. C'est-à-dire le alpha 1 que vous avez ici, je le remplace par moins 2 alpha 2. Donc, je vais avoir ici moins 2, facteur de quoi? Le alpha 1, on a dit c'est quoi? C'est moins 2 alpha 2. Okay. Plus ce alpha 2-là est égal à combien? Est égal à 0. Donc, c'est équivalent à dire, la première équation, je ne la change pas. Alpha 1 est égal à moins 2 alpha 2. Et la deuxième, vous aurez moins 2 fois moins 2, c'est combien? C'est 4 alpha 2 plus alpha 2. Alors, 4 alpha 2 plus alpha 2, c'est combien? C'est 5 alpha 2. Et tout ça doit être égal à combien? Doit être égal à 0. Et bien ici, vous avez 5 fois alpha 2 est égal à 0. Comme 5 est différent de 0, ça veut dire que alpha 2 est égal à combien? Est égal alpha 2 est égal à combien? Est égal à 0. Si vous remplacez alpha 2 dans la première équation, vous aurez moins 2 fois 0, ça va nous donner que alpha 1 est égal à combien? Est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que alpha 1 est égal à 0 et alpha 2 est égal à 0, ce qui implique ici que notre famille F est libre dans R2. Très bien. Je continue. Alors, je prends maintenant un autre exemple. Hein. Donc, je prends ici 2, un autre exemple. Alors, l'exemple qu'on va prendre ici, c'est grand F qui est égal à 2 matrices. Je prends ici 2, 1. Je prends 0, moins 1. Et je prends ici 4, 2. Et je prends ici 0, moins 2. Hein. Alors, je me pose la question, est-ce que cette famille est-elle libre? Alors, est-elle libre d'en où? Alors, l'ensemble, les deux matrices, elle appartient à quel ensemble de matrices? Ben, elle appartient à l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Donc, est-elle libre dans
M de R? C'est la question qu'on se pose. Alors, notre famille contient combien de ici de matrices? Il contient deux matrices, la première et la deuxième. Alors, combien de scalaires je dois avoir ici? Deux scalaires. Alors, le premier scalaire, donc on va écrire ici quoi? A. Je vais le noter le premier scalaire par A et le deuxième scalaire par B. Comme je vous ai dit, si vous vous rappelez très bien, je peux noter les scalaires comme je veux. Hein. Alors, c'est A fois la matrice 2, 1, 0, moins 1, plus B fois la matrice 4, 2, 0, moins 2. Alors, tout le monde sait comment on va faire ici, la somme. J'introduis le A à l'intérieur de la matrice, B à l'intérieur de cette matrice. Après, je vais faire la somme. Hein. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je donne directement le résultat. Ici, ça va me donner quoi? C'est 2A plus 4B. Après, on va avoir ici A plus 2B. Et ici, on va avoir un 0. Et ici, on va avoir moins A moins 2B. Alors, tout ça, c'est égal à combien? C'est égal à 0 de M de R, si vous vous rappelez très bien. Parce que si on veut démontrer que c'est libre, je dois démontrer que la somme des alpha et UI est égale à 0 dans notre espace vectoriel. C'est quoi 0 de M de R? Le 0 de M de R, c'est la matrice nulle qui contient deux lignes et deux colonnes. Alors, si vous faites la comparaison, hein, vous aurez ici 2A plus 4B est égal à ce 0. A plus 2B est égal à ce 0. 0 on a est égal à ce 0. Et moins A moins 2B est égal à 0. Donc, on va avoir ici quoi? Un système avec combien d'équations? Avec 4 équations. Alors, 2A plus 4B est égal à 0. A plus 2B est égal à 0. 0 est égal à 0. Les 4 équations, je dois l'écrire. Hein? Je dois les écrire et je dois vérifier les 4 équations en même temps. Hein? Okay? Très bien. Alors ici, bien sûr, on a la première équation, la deuxième, la troisième, la quatrième. Pour la troisième, on ne va rien faire. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? La troisième, on ne va rien faire parce qu'on a 0 est égal à 0. C'est bon. Donc, c'est juste. Donc, on va se focaliser que sur la première, la deuxième et la quatrième. Hein? Donc, ici, la première, ben, on a ici quoi? On a 2A plus 4B. 0. Et dans la deuxième, je peux ramener le 2b de l'autre côté. Donc, je vais avoir ici A est égal à combien? À moins 2b. La même chose pour la quatrième. Vous êtes d'accord avec moi? Si je ramène le moins A de ce côté-là, le moins A, ça devient A. Ça va donner ici la même chose. A est égal à moins 2b. Hein? OK? Donc, je continue. Hein? La première, on a dit quoi? Si vous vous rappelez très bien, dans la première, on avait 2A plus 4b est égal à 0. Et on a trouvé ici A est égal à B, et on a trouvé dans la dernière, A est égal à moins 2B. Alors, tout le monde est d'accord avec moi. Ici, dans la première, si je ramène le 4B de l'autre côté, je vais avoir ici quoi? 2A est égal à quoi? Moins 4B. Et si je simplifie avec 2, donc je simplifie avec 2, le 4 divisé par 2, ça me donne 2. OK, hein? Divisé par 2. Donc, je vais avoir ici toujours A est égal. Donc, je trouve quoi? Je trouve la même relation. A est égal à moins 2B. Alors, si je veux que la somme ou la combinaison A fois la première matrice plus B fois la deuxième matrice est égale à la matrice nulle, je dois avoir cette relation-là, c'est-à-dire que A est égal à moins 2B. Est-ce que A est égal à moins 2B? Ça m'implique que A est égal à 0 et B est égal à 0. Ben non. Ici, ça m'implique que quoi? À chaque fois que je donne une valeur sur B, je vais trouver bien sûr une valeur sur A. Alors, je donne des exemples. Alors, si B est égal à 0, ça implique que A est égal à 0. Si j'avais que cette relation, ou pardon, si j'avais que cette valeur, je peux dire que ma famille, elle est libre. Par contre, non. Parce que ici, si je donne à B est égal à, par exemple, B est égal à moins 2 ou moins 2. Le A est égal à combien? Est égal à 4. Et bien, si je prends B est égal à moins 2, A est égal à 4, je vérifie que la somme est égale à 0. Si je prends par exemple si B est égal à 1, A est égal à quoi? À moins 2. Alors ici, autant que B prend une valeur différente, autant que A va nous donner une nouvelle valeur. Alors ici, est-ce qu'on peut dire que notre famille elle est libre? Ben non,
Parce que si je veux qu'il soit libre, je dois trouver que une seule solution. Ça veut dire que A est égal à 0, B est égal à 0. Et nous, on n'a pas trouvé une seule solution. On a trouvé combien de solutions ici? On a trouvé une infinité de solutions. Alors, notre famille n'est pas libre. Hein? Notre famille F n'est pas libre. Ok, hein? C'est très important ici. Hein? Si je veux qu'il soit libre, je dois démontrer que tous les scalaires est égal à 0 et que c'est la seule solution, pas plus et pas moins. Ok? Très bien. Alors, ça c'est bon. Donc maintenant, on va voir un troisième exemple. Alors, troisième exemple, je vais considérer bien sûr ici le R2, hein, R2, qui est quoi? Bien tout simplement, hein, on l'a déjà vu si vous vous rappelez très bien, R2, ce sont les X, Y, c'est les couples tels que, on a quoi? Mes deux coordonnées ou mes deux variables appartiennent à quoi? Appartient à R. Alors la question qu'on va se poser, déterminons une base de R2. Hein. Donc, on va déterminer, hein, déterminons une base de R2. Alors, pour déterminer une base de R2, je vous ai dit avant, c'est quoi? C'est-à-dire, on va utiliser le théorème que je vous ai écrit à la fin de la définition d'une base. C'est-à-dire, je dois démontrer que je dois déterminer une famille qui est génératrice en même temps et elle est libre. C'est-à-dire, je dois vérifier les deux conditions. Elle doit être libre et génératrice, ou bien génératrice et libre, la même chose. Alors, comment on va faire ici? On va commencer par déterminer une famille génératrice. Et lorsque je détermine ma famille génératrice, je vais tout simplement démontrer est-ce qu'il s'agit libre. S'il est libre, je vais dire que c'est une base. Alors, comment je vais faire? Regardez, vous me suivez, c'est très important là. C'est des trucs et des astuces que vous allez l'utiliser au fur et à mesure lorsque vous voulez déterminer une base. Alors, vous allez prendre un vecteur. Alors, soit U qui est égal à un vecteur dont le cadre général, pas particulier, qui appartient à quoi? Qui appartient à R au carré, qui appartient à votre espace vectoriel. Nous, on a déjà démontré que R au carré est un espace vectoriel. On est d'accord? On l'a déjà fait dans d'autres séances. Ok, hein? Donc, je prends un U, un vecteur qui appartient à R au carré. Très bien. Alors, s'il appartient à R au carré, nous avons dit que les deux coordonnées x, y appartiennent à R. Donc, on n'a aucune condition ni sur x, ni sur y. Si j'avais une condition sur x ou y, je dois là, tout simplement, l'injecter dans l'écriture du vecteur. Ici, on n'a aucune condition. Vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire par une condition, parce qu'on va voir d'autres exemples avec des conditions. Alors, je prends celui-là. Donc, vous remarquez simplement et facilement que votre U dépend de deux variables. Il dépend de x et dépend de y. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une séparation de ces variables-là. Alors, u est égal à xy. Je sépare par deux vecteurs. Regardez, le premier vecteur, il va contenir quoi? Que la variable x. Donc, je vais écrire ici x et ici 0. Plus, le deuxième vecteur, il va contenir que la variable y. Donc, je vais écrire ici 0 et ici y. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ben oui. Si vous faites la somme de ces deux vecteurs-là, vous trouvez ce vecteur-là. Sauf dans le premier vecteur, vous avez que la variable x et dans le deuxième vecteur, vous avez que la variable y. Alors maintenant, je vais sortir cette variable du vecteur. Donc je vais avoir ici x, facteur de quoi? Alors le vecteur qu'il me reste ici, c'est quoi? C'est 1 et 0. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si je multiplie x par 1, je trouve le x. Et si je multiplie le x par 0, je vais trouver ici 0. Plus, la même chose, je vais la faire ici. Je sors le y, facteur de quoi? Ici, le vecteur 0, 1. Si vous multipliez y par 0, vous trouvez ici 0. Et si vous multipliez le y par 1, vous trouvez ici le y. Alors, je vais écrire ici d'une façon. Alors, je prends une nouvelle page. Alors, u est égal à xy s'écrit sous la forme de quoi? X fois le vecteur 1, 0 plus y fois le vecteur 0, 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi le 1, 0 et le vecteur 0, 1? Qu'est-ce qu'il représente par rapport à R au carré? Alors, on a écrit U
sous la forme d'une combinaison linéaire par rapport à ce vecteur-là et par rapport à ce vecteur-là. On a démontré ici que quel que soit U appartient à R au carré, le U s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire X fois le premier vecteur plus Y fois le deuxième vecteur. Alors, la famille que je vais écrire B, je vais l'appeler B parce qu'après je vais la démontrer qu'il s'agit d'une base. La famille qui contient les deux vecteurs 1, 0, 0, 1, c'est quoi? Est une famille génératrice. Est une famille génératrice. N'oubliez pas la définition de génératrice. C'est quoi génératrice, on a dit? On a dit que génératrice, c'est quel que soit U appartient à mon vecteur, je peux écrire le vecteur U comme une combinaison linéaire par rapport au vecteur de ma famille génératrice. Et donc ici, quel que soit U, je l'écris sous la forme d'un scalaire, le x, c'est un scalaire. Je peux aussi le noter par x, le scalaire, x multiplié par le premier vecteur, plus un autre scalaire multiplié par le deuxième vecteur. Alors, B, cette famille-là, est une famille génératrice. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant pour qu'il soit tout simplement une base? Je dois démontrer est-ce que B, celle-là, est-ce que B est quoi? Est une base. B est libre. C'est ce qu'il me reste. Alors, pour démontrer que B c'est libre, dans B, combien on a ici de vecteurs? On a deux vecteurs, le premier vecteur et le deuxième vecteur. Alors, combien de scalaires je vais prendre? Je prends deux scalaires. Soit je les note par x, y, soit je les note alpha 1, alpha 2, soit AB, ce que vous voulez. Hein, ok? Donc, je prends par exemple alpha 1, alpha 2. Donc, je vais avoir alpha 1 fois 1, 0, plus alpha 2 fois quoi? 0, 1. Ben, si vous faites la somme, c'est ça, vous allez trouver ici quoi? Alpha 1, alpha 2. Tout ça doit être égal à quoi? À 0 de R2. Et c'est quoi 0 de R2? C'est le vecteur 0, 0. Ben, si vous faites la comparaison, vous allez avoir ici alpha 1 est égal à quoi? À 0. Et le alpha 2 est égal à 0. Ce qui implique ici que B, il est comment? Est libre. Ben, si B est libre, et on a déjà dit que B est génératrice, alors B, dans ce cas-là, est une base de R2. Alors, B, il contient les deux vecteurs 1, 0 et 0, 1. Celle-là est une base de R2. Alors, dites-moi ici, notre base B, il contient combien de vecteurs? Il contient ici, il contient deux vecteurs, le premier et le deuxième. Alors, on a dit le cardinal de B. C'est quoi le cardinal de B? Est égal à combien? Est égal à 2, parce qu'il contient 2. Et bien, le cardinal, on a dit c'est quoi? C'est la dimension de R2. Alors, toutes les bases de R2, ils vont contenir combien de vecteurs? Ils vont contenir 2 vecteurs. Et vous remarquez ici, dimension de R, R quoi? R2. Et bien, la dimension, on l'a déjà dans l'écriture de notre espace vectoriel. OK? Pourquoi? Parce que R2, il contient combien de coordonnées? Lorsqu'on prend un couple, il contient X, Y. Donc, il dépend de deux variables. Donc, s'il dépend de deux variables, votre base, il va contenir deux vecteurs. C'est bon? Alors, ici, ce qu'on a fait pour R2, on va essayer de le refaire pour R3, hein, pour qu'on puisse facilement donner une explication ou bien une propriété sur les R à la puissance n. Ok, hein? Donc, je prends une nouvelle page. Je prends ici un autre exemple, c'est l'exemple 4. Ok. Ok. Alors, donc, je prends ici R3. Alors, R3. Donc, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a ici R3. Donc, de combien de variables on dépend? On dépend de 3 variables. Pourquoi? Parce que dans l'écriture des vecteurs de R3, c'est X, Y, Z. Alors, j'ai écrit X, Y, Z, mais ça peut être X1, X2, X3, ou bien Y1, Y2, Y3, ce que vous voulez. Est-ce qu'on a une condition sur les X, Y, Z? On n'a aucune condition parce que X appartient à R, Y appartient à R,
et Z appartient à R, c'est-à-dire le X, Y, Z peut prendre n'importe quelle valeur. Alors, on va bien sûr suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans le cas de R2. Alors, on va premièrement prendre quel que soit, alors pardon, c'est pas quel que soit, mais on va dire ici, soit un vecteur U, X, Y, Z appartient à R3. Et si vous vous rappelez très bien, puisqu'on n'a aucune condition ni sur X, ni sur Y, ni sur Z, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ce qu'on appelle la séparation des variables. Et donc ici, combien de variables j'ai ici? J'ai ici tout simplement, si vous me suivez très bien, j'ai ici 3 variables. Donc je vais séparer par rapport à 3 vecteurs. Donc je vais écrire ici X, 0, 0, plus 0, Y, 0, plus 0, 0, Z. Ben, si vous faites la somme, vous allez tomber directement sur ce vecteur-là. Eh bien, vous sortez le X, donc vous aurez X facteur de 1, 0, 0, plus Y facteur de 0, 1, 0, plus Z facteur de quoi? 0, 0, 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pour n'importe quel vecteur U qui s'écrit, qui est un triplé, qui appartient à R3, je l'écris sous la forme d'une combinaison linéaire par rapport à ce vecteur et ce vecteur-là. OK? Alors, très bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la famille, que je vais aussi la noter B parce qu'après je vais la montrer qu'il s'agit d'une base. Alors, la famille qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, pardon, 0, 0, 1, et quoi? Est une famille génératrice. Est une famille génératrice. De quoi? De R3. C'est une famille génératrice de R3. Pourquoi? Parce que tout élément, tout vecteur, pardon, de R3 s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire par rapport à ces trois, bien sûr, vecteurs. Après, on va démontrer est-ce que B, elle est libre? B est-elle libre? C'est simple aussi. Hein? Alors, bien sûr, ici, de combien de vecteurs on dépend ici? On a 3 vecteurs. Et ben, combien de scalaires je vais prendre ici? Bien sûr, je vais prendre, bien sûr, 3 scalaires. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme notation. Hein? Donc, on va avoir, c'est un alpha 1 fois 1, 0, 0, plus un alpha 2 fois 0, 1, 0, plus un alpha 3 fois 0, 0, 1. Tout ça doit être égal à quoi? À 0 de R3. C'est quoi 0 de R3? C'est le vecteur nul. Alors, si vous faites la somme de ces trois vecteurs, hein, la somme de ces trois vecteurs, on va trouver à la fin, c'est quoi? C'est alpha 1, alpha 2, alpha 3 est égal à combien? Est égal au vecteur 0, 0, 0. Ben, vous aurez, hein, si vous faites la comparaison facilement, vous allez trouver que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0. Donc, on va avoir ici alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à 0. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a B, puisque c'est famille génératrice et aussi c'est libre, est une base de R3. Ben, cardinal de B, la même chose. Combien contient d'éléments? Ici, le cardinal de B, c'est combien? C'est 3. Et ben, c'est égal à combien? À la dimension de R3. Hein? Et donc, les bases qui sont sous cette forme-là, alors on a vu quoi? On a vu dans R2, on a vu que cette base-là qui est 1, 0 et 0, 1, on a dit quoi? Est une base de quoi? Est une base de R2. Et on a aussi vu la base qui est sous la forme de 1, 0, 0 et 0, 1, 0 et 0, 0, 1 est une base de quoi? R3. Alors, pour ces bases qui sont sous cette forme-là, on les appelle bases canoniques. Bases canoniques. On les appelle tout simplement les bases canoniques. Hein. Ça, c'est tout simplement, c'est une appellation. Hein. Ce sont des appellations. Alors, pour que, on va dire, on va généraliser les choses. Hein. Si on était dans R4,
c'est quoi? Alors, R4, c'est quoi? C'est un quadruplé. Hein? Ça va être tout simplement, par exemple, x1, x2, x3, x4, tel que quoi? Tel que x1, x2, x3 et x4 appartient à quoi? Appartient à R. Alors, donnez-moi ici la base canonique. Hein? J'ai utilisé la, c'est-à-dire article défini. Hein? Bien sûr, on a une infinité de bases, mais on a une seule base canonique. Alors, c'est quoi la base canonique ici de R4? C'est simple. Le premier, ça va être le premier vecteur, c'est 1, 0, 0, 0. Le deuxième, c'est quoi? 0, 1, 0, 0. Le troisième, 0, 0, 1, 0. Et le dernier, c'est quoi? 0, 0, 0, 1. Alors, et la base canonique de R4. Et c'est quoi la dimension de R4? C'est 4. Alors, on peut généraliser. C'est quoi la dimension de Rn? Et vous pouvez facilement donner la base ici canonique. Après, vous pouvez un petit peu faire comme exercice à la maison, d'exercice d'entraînement, donner la base canonique de R5, la base canonique de R6 et ainsi de suite. Okay, hein? Très bien, maintenant on va passer à l'ensemble des matrices. Hein? On va voir maintenant un cinquième exemple. Alors, je vais prendre ici M de R. Alors, M de R, c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices carrées, hein, d'ordre 2. Hein. Je prends A, B, C, D. Alors, tel que A et B et C et D, ben, il appartient à R, donc on n'a aucune condition. Hein. Donc, première étape, si je veux déterminer une base de M de R, je dois tout simplement déterminer ici une famille génératrice et aussi libre. Alors, vous remarquez facilement, c'est quoi? C'est que votre matrice, les matrices qui appartiennent à M de R, ils sont tout simplement quoi? Comment ils sont ici, hein? Si on parle sérieusement. Ils dépendent de combien de paramètres? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on n'a aucune condition sur les paramètres parce que les 4 paramètres, ou bien les 4 variables, appartiennent toutes à quoi? À R. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une matrice quelconque qui appartient à M de R, A, B, C, D. Et qu'est-ce que je vais faire ici? La séparation des variables ou des paramètres. Donc, ici, combien de paramètres on dépend de 4? Donc, on va avoir combien de matrices? 4 matrices. La première, c'est A0, 0, 0, plus 0B, 0, 0, plus 0, 0, C, 0, et plus 0, 0, 0 et D. OK? Après, je sors le A, je vais avoir A, matrice 1, 0, 0, 0, plus B, matrice 0, 1, 0, 0, plus C, matrice 0, 0, 1, 0, et plus D, la matrice 0, 0, 0 et 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une matrice quelconque de M de R et on l'a écrit sous forme d'une combinaison linéaire par rapport à quoi? Par rapport à tout simplement à ces 4 matrices. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est-à-dire A fois la première matrice. Alors, je vais l'appeler, pour ne pas répéter, je vais appeler cette matrice-là par A1. Celle-là, je vais l'appeler par A2. Celle-là, je vais l'appeler par A3. Et celle-là, je vais l'appeler par A4. Hein. Donc, ici, notre famille B qui contient A1, A2, A3 et A4 est quoi? Est une famille génératrice. Est une famille génératrice. OK? Très bien. Alors, c'est une famille génératrice. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste tout simplement de montrer que cette famille-là est libre. Alors, B est-elle libre? C'est-à-dire les 4 matrices. Hein. Alors, pour les 4 matrices, on a 4 matrices, combien de scalaires je vais prendre? 4 scalaires. Et donc, je vais voir ici, je vais écrire alpha 1 A1, plus alpha 2 A2, plus alpha 3 A3, et plus alpha 4 A4. Tout ça est égal à combien? Est égal à 0 de M de R, qui est quoi? La matrice nulle, 0, 0, 0. Ben, si je remplace, je vais avoir alpha 1, alors 1, 0, 0, 0, plus alpha 2 qui est 0, 1, 0, 0, plus alpha 3 qui est 0, 0, 1, 0, et plus alpha 4 qui est 0, 0, 0, 1.
tout ça est égal à la matrice nulle 0, 0. Hein, on est d'accord? Ben, si vous faites, bien sûr, ici, hein, si vous faites tout simplement la somme de ces 4 matrices avec les scalaires, hein, ok, vous aurez la matrice suivante qui est alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Tout ça est égal à quoi? À la matrice nulle 0, 0, 0. Si vous faites la comparaison, vous aurez alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0, alpha 3 est égal à 0, alpha 4 est égal à 0. Donc, on va avoir ici alpha 1 est égal à alpha 2, est égal à alpha 3, est égal à alpha 4 est égal à 0. Ce qui veut dire ici que B, elle est comment? Est libre. Eh bien, puisqu'elle est libre et génératrice, ça veut dire que B est une base de quoi? De M de R. C'est quoi le cardinal de B? Combien de matrices il contient? Il contient 4 matrices. Donc ça c'est quoi? C'est la dimension de M de R. Alors, on va faire ici ce que nous avons vu lorsqu'on a fait, on a dit que la dimension de Rn c'est égal à N. Alors pourquoi ici dimension de M de R c'est 4? N'oublions pas que M de R, ça, on va dire la vraie écriture de M de R, je dois l'écrire sous la forme de quoi? De M de croix 2, si vous vous rappelez très bien. C'est-à-dire j'ai 2 lignes et 2 colonnes. Ben, si vous multipliez 2 fois 2, vous aurez quoi? Vous aurez 4. OK? Et donc ici, général, c'est-à-dire si on passe dans le cadre général, c'est quoi la dimension de l'ensemble des matrices, par exemple, avec n lignes et p colonnes? C'est quoi? Bien sûr, c'est n multiplié par p. OK. Et donc, on a terminé la première phase des exemples sur famille génératrice, famille libre et une base. Maintenant, on va voir des théorèmes hein, qui vont un petit peu nous aider à comprendre plus. Hein. Donc, on va voir ici des théorèmes. On va voir ici 2 théorèmes. Alors, 2 théorèmes. Alors, dans un espace vectoriel, E, de dimension n, une famille génératrice, c'est-à-dire ce sont des théorèmes et aussi des propriétés, hein, une famille génératrice a au moins n éléments ou n vecteurs, comme vous voulez. C'est-à-dire, si je veux avoir une famille génératrice, je dois avoir au moins n éléments. Si j'ai moins que n éléments, je ne peux pas avoir une famille génératrice. Alors, si cette famille est là, plus, si cette famille, hein, si elle a plus de n éléments, alors on peut extraire une sous-famille qui est libre, une sous-famille libre de cardinal, c'est-à-dire il va contenir n éléments de cardinal n qui est alors une base de E. Une base de E. Alors, après je continue le théorème, je vais expliquer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici hein, pour que vous arriviez à comprendre? Alors, tout simplement, si on a E est de dimension n, par exemple, je prends n est égal à 4. Hein. Si n est égal à 4, la dimension de E est égale à 4. Toute famille génératrice, si je prends une famille et je vous demande est-ce qu'elle est génératrice, par exemple, il doit au moins contenir plus que 4 éléments. N'oubliez pas que la dimension de E, on a dit par exemple, est égale à 4. Hein. Il doit au moins contenir plus que 4. C'est-à-dire,
cette famille doit contenir soit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, ce que vous voulez. OK? 2000 éléments pour qu'il soit tout simplement une famille génératrice. Alors, dans le cas où il contient plus que 4 éléments, je peux tout simplement, par exemple, il a 6 éléments, je peux tout simplement extraire une sous-famille qui contient précisément 4 éléments. Et cette sous-famille qui va contenir 4 éléments, il sera dans ce cas-là une base de E. Sinon, si, alors le théorème, je le continue ici, hein, si elle a, la famille génératrice, elle a exactement n éléments. Alors, si j'ai une famille génératrice qui a exactement n éléments avec n, c'est quoi? C'est la dimension de E. Alors, directement, c'est pas la peine que je démontre que c'est libre. Directement, c'est une base de E. Okay? Alors, si la dimension de E est égale à 6, et j'ai une famille où je viens de démontrer que c'est une famille génératrice et cette famille génératrice contient 6 éléments, alors directement c'est une base. Ce n'est pas la peine que je démontre qu'il s'agit tout simplement de libre. Okay? Alors on va voir le deuxième théorème et après je vais expliquer ça d'une façon très simple. Okay? Alors le deuxième théorème, c'est le théorème de la base incomplète. Donc je vais l'écrire ici. Donc, alors théorème de la base incomplète. OK. Alors, dans un espace vectoriel, E de dimension n, une famille libre, c'est le contraire maintenant, une famille libre, tout à l'heure on a dit une famille génératrice doit avoir plus que n éléments. Alors une famille libre doit avoir moins que n éléments. Donc une famille libre a au plus, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser n éléments, a au plus n éléments. A au plus n éléments. Si elle a moins que, il a moins de n éléments, s'il a moins de n éléments, on peut la compléter. On peut tout à l'heure, si on dépasse dans la famille génératrice, on a dit si on dépasse un élément et on a une famille génératrice, on peut extraire une sous-famille, c'est-à-dire je vais enlever des éléments pour qu'il soit une sous-famille libre et dans ce cas-là, tout simplement, je vais dire qu'il s'agit d'une base. Ici, quoi? On a ici moins qu'un élément. Par exemple, n est égal à 4 et nous avons une famille qui contient que 2 éléments. Alors, je peux tout simplement, on peut la compléter. On peut la compléter. La compléter de façon à obtenir une base. Ce qu'on appelle ici la base incomplète. À obtenir une base. Par contre, si elle a exactement n éléments, comme tout à l'heure, elle a exactement n éléments, c'est une base de E. C'est une base de E. Tout à l'heure, on a dit, si j'ai une famille qui est génératrice et le cardinal de cette famille est égal à la dimension de E, donc directement, c'est une base. La même chose ici pour libre. Si j'ai une famille libre telle que son cardinal est égal à la dimension de notre espace vectoriel, alors directement, il s'agit ici d'une base. Alors, pour bien expliquer tout ça, je vais prendre tout simplement une droite. OK? Je vais prendre une droite, celle-là. OK? Et je prends ici
tout simplement n. Alors ça, c'est n, c'est la dimension de E. Très bien. Maintenant, si je suis là, c'est-à-dire à gauche, je suis ici. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que j'ai tout simplement inférieur, le cardinal, il est comment ici? Il est inférieur, le cardinal de ma famille, il est comment? Il est inférieur à n. Alors, si le cardinal de f il est inférieur à n, ce f-là ne peut être jamais une famille génératrice. C'est impossible. La seule possibilité qui lui reste, c'est qu'il peut être libre. Donc, on doit le démontrer. Mais jamais je ne peux pas avoir une famille génératrice telle que son cardinal est inférieur à la dimension de E. Inférieur strictement, j'ai bien précisé. Ok? Alors, la seule possibilité que j'ai ici, c'est libre. Mais je dois démontrer que c'est libre. Alors, je ne vais pas faire point d'interrogation, mais point d'exclamation. C'est-à-dire, vous prenez une famille telle que son cardinal est inférieur à la dimension, la seule possibilité qu'il vous reste, c'est de démontrer que c'est libre. Alors, vous pouvez trouver que c'est libre quand vous ne pouvez pas trouver que ce n'est pas libre. Par contre, c'est impossible qu'elle soit tout simplement une famille génératrice. Alors, maintenant, si cette famille qui est libre, vous arrivez à dire, tel que cette famille qui est libre, on a son cardinal est égal à dimension de E, alors c'est une, tout simplement, ça va me donner tout simplement ici, il s'agit d'une base. Si vous avez une famille libre telle que son cardinal est égal à la dimension de E, c'est-à-dire est égal à n, alors il s'agit directement, ce n'est pas la peine que vous démontrez qu'il s'agit d'une famille génératrice, c'est directement une base. Maintenant, si je suis dans l'autre côté, j'ai ici cardinal de f, il est supérieur strictement à n. Alors ici, je ne peux pas avoir une famille libre, c'est impossible. La seule possibilité que j'ai ici, c'est qu'il peut être tout simplement génératrice. Génératrice, et je vais mettre ici point d'exclamation. Okay? La seule possibilité. Vous ne pouvez pas avoir une famille libre avec un cardinal qui est supérieur strictement à n. Et vous ne pouvez pas avoir une famille génératrice avec un cardinal qui est inférieur strictement à n. Alors c'est pour cela, dans ce cas-là, si je suis à droite, la seule possibilité que je peux avoir, c'est une famille génératrice, mais je dois démontrer qu'il s'agit d'une famille génératrice. Maintenant, si je suis dans le cas où ma famille génératrice, son cardinal est égal aux dimensions de E, alors dans ce cas-là, je vais dire qu'il s'agit d'une base. Alors j'ai essayé d'expliquer les deux théorèmes dans ce schéma-là, c'est un schéma explicatif. Alors je répète, j'ai ici n, inférieur à n, je peux avoir que libre, supérieur à n, je peux avoir que génératrice. Si j'ai libre est égal, le cardinal de libre est égal à la dimension, donc c'est une base. Si j'ai une famille génératrice telle que son cardinal est égal à la dimension, donc c'est une base. Très bien. Donc, on va voir maintenant des exemples. Je commence par le premier exemple. On va voir ici plusieurs exemples. Alors, je commence par le premier exemple. Ok. Je prends ici une famille. Alors, c'est la famille qui contient 2 zéros et par exemple 1 moins 1. La question, est-ce que cette famille est une base de R2? Alors, je commence. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dimension de R2 est égale à combien? Est égale à 2. Eh bien, c'est quoi le cardinal de cette famille? Cardinal de A. Combien contient de vecteurs? Il contient 2 vecteurs. Et donc, le cardinal est égal à la dimension. Très bien. Alors, si le cardinal est égal à la dimension, donc A, je vais démontrer une seule chose. Soit je vais démontrer que c'est une famille génératrice, soit je vais démontrer qu'il s'agit d'une famille libre.
Si je démontre une plus le fait que j'ai la dimension de R2 est égale au cardinal de cette famille, alors directement, il s'agit d'une base. Alors, pour démontrer que c'est une famille génératrice, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais utiliser la plus simple, c'est-à-dire démontrer que A est libre. A était libre. Alors, pour cela, donc, puisque j'ai ici, bien sûr, j'ai ici deux vecteurs, donc je vais prendre ici deux scalaires. Donc, je vais écrire ici alpha 1 fois 2, 0, plus alpha 2 est égal à 1 moins 1. Bien sûr, est égal à quoi? À 0 de R2. Et le 0 de R2, c'est quoi? C'est 0, 0. Hein? Je continue dans une nouvelle page. Donc, je vais avoir, alors bien sûr, je vais réécrire pour que vous arriviez à me suivre. Alpha 1, 2, 0, alpha 2 fois 1 moins 1, on a dit, est égal au vecteur nu 0, 0. Alors, si vous faites la somme de ces deux vecteurs-là, vous allez trouver directement ces 2 alpha 1 plus alpha 2. Et ici, vous aurez bien sûr moins alpha 2 est égal à quoi? À 0, 0. Si vous faites la comparaison, vous aurez ici 2 alpha 1 plus alpha 2 est égal à 0 et moins alpha 2 est égal à 0. Alors, la deuxième équation est la première. Alors, je vais commencer par la deuxième. La deuxième équation, moins alpha 2 est égal à 0. Si je ramène le moins de l'autre côté où j'enlève le moins, ça va me donner ici que alpha 2 est égal à 0. Je remplace le alpha 2 est égal à 0 où? Dans la première équation. Je la remplace ici. Le alpha 2 est égal à 0, ça va me donner quoi? 2 alpha 1 est égal à 0. Ben, 2 alpha est égal à 0, ça veut dire que alpha 1 est égal à 0. Donc, on a alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Ce qui implique quoi? Que A, il est comment? Il est libre. Mais s'il est libre, plus le fait que cardinal de A est égal à 2, ce n'est que la dimension de R2. Ça implique que A est quoi? Est une base de R2. Alors on a trouvé une autre base différente de la base canonique. Pour que vous arriviez à comprendre qu'on n'a pas une seule base, mais on a une infinité. Alors vous essayez de le faire ici dans la maison, hein? Donc vous essayez de le faire, ce sont des exercices d'entraînement que je vous propose de les faire à la maison. Prenez une autre famille qui contient deux vecteurs et démontrez-la, est-ce que c'est une base. Alors pour qu'il soit une base, vous essayez de démontrer est-ce qu'elle est libre. S'il est libre, avec deux vecteurs, donc c'est une base. S'il n'est pas libre, donc ce n'est pas une base. Alors par exemple, si je prends une famille avec trois vecteurs et je vous demande de démontrer que c'est une base dans R2, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une base dans R2 doit contenir combien d'éléments? Doit contenir deux éléments, deux vecteurs. Et si vous prenez une famille avec trois éléments, donc c'est impossible. OK? Alors, j'ajoute un autre deux exemples. Donc, on va voir le deuxième. C'est là où ça va être très intéressant. Donc, je prends une famille, par exemple. Pardon, je prends un sous-espace vectoriel. C'est là où je vous ai dit que ça va devenir très intéressant. Je prends x, y, z appartient à R3. Hein, tel que j'ai ici une condition. Moins x plus y moins z est égal à 0. Hein. Alors, je vais vous laisser de démontrer, parce qu'on a vu presque le même exemple dans une autre séance pour démontrer que f, il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Ça, vous pouvez le faire à la maison, c'est un exercice d'entraînement. Hein. Donc, f pour moi ici est un sous-espace vectoriel. Je ne vais pas faire la démonstration ici, mais vous pouvez la faire, hein. Donc c'est facile. Et donc, ça se ressemble à un exercice que j'ai déjà fait moi dans une autre séance lorsque je vous ai expliqué la définition d'un sous-espace vectoriel. Maintenant, ce que je veux, c'est déterminer une base de grand F. Très bien. Alors, on commence à expliquer bien les choses. Le F, c'est quoi? Il se trouve où? Dans R3. Donc, il contient trois paramètres. Sauf, c'est pas comme dans l'écriture de R3. Lorsque j'écris R3, c'est quoi? C'est le triplet x, y, z tel que x, y et z appartient à R. On n'a aucune condition ni sur x, ni sur y, ni sur z. Par contre, ici, on a une relation qui relie le x et le y et le z, qui est moins x plus y moins z est égal à 0. Alors ici, c'est important. Cette condition, je dois l'utiliser. Alors ici, je dois déterminer, bien sûr, une base.
Alors, une base, moi, je ne connais pas la dimension de f. Alors, je ne peux pas démontrer, je ne peux pas prendre une famille et démontrer qu'il est libre et tel que son cardinal est égal à la dimension de f et je dis qu'il s'agit d'une base. Moi, je ne connais pas ici la dimension de f. Donc, je dois déterminer une famille génératrice et après déterminer qu'il s'agit libre et après, je peux dire qu'il s'agit d'une base de grand f. Alors, on commence. Donc, je prends un U, hein, X, Y, Z, qui appartient à grand F. Ben, s'il appartient à grand F, à notre sous-espace, donc il vérifie la condition, qui est quoi? Qui est moins X plus Y moins Z égale à 0. Alors, à partir de cette condition-là, c'est une condition primordiale. C'est elle qui va vous définir et va vous déterminer, bien sûr, votre famille qui sera après une base. Alors, dans cette condition, vous avez le choix. Soit, tout simplement, vous écrivez X en fonction de Y, Z, ou bien vous écrivez Y en fonction de X, Z, ou bien vous écrivez tout simplement Z en fonction de X, Y. Vous avez le choix. Okay, hein? Bien sûr, pour chaque choix, vous allez trouver une famille différente. OK? Mais le résultat final, c'est le même. Même si on a des familles qui sont différentes, parce que si vous avez bien compris, on n'a pas une seule base, on a une infinité. Donc ici, bien sûr, vous avez le choix. Alors, si on commence, hein, donc la plus simple, je vais écrire Y par rapport aux autres. Hein. Donc je laisse le Y ici, hein, à gauche, et le moins X, je le ramène ici, ça devient X, le moins Z, je le ramène ici, ça devient Z. Donc je vais avoir ici X plus Z. Moi j'ai choisi Y, mais vous pouvez choisir le X. Alors lorsque vous avez choisi Y est égal à X plus Z, c'est-à-dire vous avez dit tout simplement que votre troisième coordonnée, pardon, c'est pas troisième coordonnée, votre deuxième coordonnée, votre deuxième variable s'écrit comme la forme de quoi? Comme une somme de la première variable et de la troisième variable. Cette information, vous allez l'inclure dans l'écriture de votre vecteur. Donc ici, votre U est égal. Alors, vous me suivez, vous aurez X. On ne va pas changer le X. Nous, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit le Y. C'est le Y qu'on l'a écrit par rapport à X et par rapport à Z. Donc, le Y, qui est ici, je vais le remplacer par cette formule-là, qui est quoi? Qui est X plus Z. Et le Z, je ne vais pas le changer parce que je n'ai rien fait dans le Z. OK, hein? Alors, je prends une nouvelle page. Alors, regardez, U, on a dit c'est X, X plus Z et X. Très bien. Maintenant, on n'a aucune condition. Avec quoi? Avec X et Z appartient quoi à R. Alors maintenant, je vais faire comme ce que j'ai fait avant. Donc, je vais faire une séparation des variables. Donc, je vais avoir ici quoi? Un vecteur où il va contenir que la première variable, la première coordonnée qui est X. Donc, je vais écrire ici X, ici 0. Plus, le deuxième vecteur va contenir que la deuxième variable qui est 0, Z. Alors, j'ai commis une petite erreur, hein, lorsque ici, c'est pas X, hein, bien sûr tout le monde est d'accord avec moi, ici c'est Z. Et ici c'est Z. Très bien. Ben, si vous faites la somme, hein, regardez X plus 0, on trouve X. Si vous faites X plus Z, vous trouvez X plus Z. Si vous faites 0 plus Z, vous trouvez ici, bien sûr, Z. OK? Très bien. Donc, je vais sortir ici le X. Et donc, je détermine le premier vecteur. 1, 1, 0. Plus, je sors le Z, je vais déterminer le deuxième vecteur. 0, 1 et 1. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai pris un U qui appartient à F et j'ai trouvé que ce U-là s'écrit sous la forme de X fois 1, 1, 0, plus Z fois 0, 1, 1. Alors, ces deux vecteurs-là, c'est quoi pour moi? Pour F, c'est quoi? C'est une famille génératrice parce qu'on l'a écrit sous forme d'une combinaison linéaire. Alors, P est génératrice. Très bien. Alors, si B elle est génératrice, donc on a fait
La première partie. Il nous reste la deuxième partie. On doit démontrer est-ce que B, elle est comment? Elle est libre. Est-elle libre? Notre famille contient combien de vecteurs? Deux vecteurs. Alors, combien de scalaires je vais prendre? Je vais prendre ici deux scalaires. Donc, je vais écrire ici. Est-ce que alpha 1 fois, tout simplement, 1, 1, 0, plus alpha 2 fois 0, 1, 1, est égal à quoi? Pour démontrer que c'est libre, 0 de quoi? De R3. Hein. N'oubliez pas. 0, 0, 0. Très bien. Ben, si vous faites la somme ici, vous aurez quoi? Vous aurez bien sûr alpha 1 plus alpha 2 et alpha 2. Tout ça est égal à quoi? 0, 0, 0. Ben, si vous faites la comparaison, vous aurez ici quoi? Alpha 1 est égal à 0, alpha 1 plus alpha 2 est égal à 0 et alpha 2 est égal à 0. Ben, c'est simple. Vous trouvez alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0. Si vous le remplacez ici, vous trouvez ici 0 plus 0 est égal à 0. Donc, ça implique quoi? Que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Ce qui implique ici que B elle est libre. Ben, B elle est libre. Plus le fait que c'est génératrice, B est quoi? Est une base de F. Et bien B, c'est quoi son cardinal? Le cardinal de B, c'est quoi? C'est 2. Et bien la dimension de F est égale à 2. Ok? La dimension de grand F est égale à 2. N'oubliez pas que grand F, c'est quoi? C'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors ici, la famille qui contient les deux vecteurs A1, 0, 0, A1, c'est quoi pour moi? C'est une base de grand F. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais le choix. Hein. Je vais revenir un petit peu pour que vous arriviez à comprendre parce que c'est très important cet exemple-là. Alors, revenons à l'écriture où j'avais écrit U est égal à X, Y, Z appartient à F. Et on a dit qu'il doit nous vérifier quoi? Que moins X plus Y moins Z est égal à 0. Alors, j'avais écrit Y par rapport à X et Z, hein, si vous vous rappelez très bien. Hein, okay. Maintenant, je vais écrire le X par rapport à Y et Z. Donc, aide moins X ici, hein, je la ramène ici. Donc, je vais avoir ici quoi? X est égal à quoi? À Y moins Z. OK? Et donc, je vais la remplacer dans le vecteur. Hein. Si je remplace dans le vecteur, hein, je vais avoir ici U est égal. Alors, le X, je le remplace par Y moins Z. Donc, je vais avoir ici Y moins Z. Le Y, ça ne change pas parce que je n'ai pas rectifié la deuxième variable et je n'ai pas rectifié la troisième. Alors, je sépare. Donc, je vais avoir ici Y, 0, plus, moins Z, 0 et Z. Vous êtes d'accord avec moi? Après, je sorte les variables. Donc, Y, 1, 1, 0. Et ici, quoi? Z, quoi? Moins 1, 0 et 1. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce B-là, de cette famille qui contient 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1? C'est quoi pour moi? C'est une famille génératrice. Pourquoi? Parce que pour tout vecteur U qui appartient à grand F, je l'écris sous la forme d'un scalaire fois ce vecteur plus un autre scalaire fois ce vecteur-là. Alors, est-ce qu'on a trouvé les mêmes vecteurs? Ben non, on a trouvé d'autres vecteurs. Et bien sûr, je vais vous laisser faire ça à la maison. Donc, j'ai démontré que B, c'est génératrice. Après, vous essayez de la démontrer que c'est libre. C'est simple, vous avez deux vecteurs, vous prenez deux scalaires, vous le multipliez, une combinaison linéaire est égale à 0, vous démontrez que les deux scalaires sont égales à 0, et vous allez démontrer à la fin que B c'est quoi? C'est une base. Alors moi, je vous ai donné, j'ai écrit Y par rapport à X et Z, j'ai trouvé tout simplement une base. Après, j'ai écrit X en fonction de Y, Z, et j'ai trouvé une autre base. Alors vous essayez maintenant d'écrire Z par rapport à X, Y, vous allez aussi trouver une autre base. Très bien, on va passer au troisième exemple et le dernier hein, pour aujourd'hui. Donc, je prends ici un F qui est tout simplement, par exemple, moins A, B, P plus C, moins P et C.
Ben, ce sont des matrices qui contiennent 2 lignes et 3 colonnes. OK? Tel que quoi? Tel que A, B, C appartient à R1. Alors, c'est quoi la dimension de M2, 3? Ben, c'est 6. Hein. N'oubliez pas, c'est 2 fois 3. On est d'accord. Donc, ici, on n'a pas une relation qui relie les paramètres A et B et C, mais on a une écriture un petit peu particulière. Et on a déjà fait presque la même chose dans une séance. On a déjà démontré que F est un sous-espace vectoriel de M de 3R. Vous pouvez faire, c'est-à-dire vous essayez de la vérifier. Hein. Donc, je vais vous la laisser comme un exercice d'entraînement à faire à la maison. C'est simple de démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Et nous, on a déjà vu dans une séance auparavant un ensemble que je l'ai écrit sous cette forme-là, à peu près, qui lui ressemble, et j'ai démontré qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Alors, pour cela, on veut démontrer maintenant une base. Alors, est-ce qu'il existe une base? Bien sûr, il existe une base. Alors, comment je vais le faire? Hein? Je prends une matrice A qui appartient à grand F. Alors, cette matrice A s'écrit sous la forme de quoi? Alors, moins A, j'ai ici A, j'ai ici B, j'ai ici B plus C, j'ai ici moins B, j'ai ici C. On est d'accord? Alors, j'ai aucune condition ni sur A, ni sur B, ni sur C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire facilement, c'est que je vais séparer les variables. Comme ce que nous avons fait dans les exemples sur le sous-espace vectoriel de R3. Alors, je sais pas. Donc, ici, combien de paramètres je dépends? De A, de B et de C. Donc, je vais avoir ici combien de matrices? 3 matrices. Donc, je vais écrire ici quoi? Moins A, la première, A, 0, 0, 0, 0. Plus ici, qu'est-ce que je vais avoir ici? Bien sûr, 0, 0, et j'écris B, ici moins B, et ici 0. Et la dernière, je vais écrire ici 0, 0, 0, C, 0 et C. Donc, il y a ici 3 matrices. Je continue. Donc, ici le A, je sorte dans la première matrice le petit a. Donc, je vais avoir ici A, quoi? Moins 1, 1, 0, 0, 0, 0. Plus B fois la matrice 0, 0, 1, 1, moins 1, 0. Et la dernière, C fois quoi? Fois 0, 0, 0. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 0 et 1. OK? Et donc, je viens de déterminer les 3 matrices. Et j'ai pu tout simplement dire que n'importe quelle matrice A appartient à grand F. Je l'écris sous la forme d'une combinaison linéaire par rapport. Alors, je vais noter ça à 1, je vais noter ça à 2, et je vais noter ça à 3. C'est une combinaison linéaire par rapport à une constante fois A1, plus une autre constante fois A2, plus une autre constante fois A3. Alors, tout simplement ici, la famille A1, A2, A3 est quoi? Est génératrice. Est une famille génératrice de quoi? Est génératrice de grand F. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? C'est de démontrer est-ce que B est libre. Alors, je prends une nouvelle page. Alors, si c'est libre, donc j'ai 3 matrices, donc je prends 3 scalaires. Hein, et donc, je vais écrire ici alpha 1 fois A1, plus alpha 2 fois A2, plus alpha 3 fois A3, est égal à quoi? A0 de M de 3R. Ben, c'est quoi ici? C'est la matrice nulle qui contient deux lignes et 2 colonnes. Alors, je vais écrire ici le alpha 1 fois A1 et tout ça. Donc, je vais avoir ici, c'est alpha 1 fois la matrice A1 qui est moins 1, 1, 0, 0, 0, 0, plus le alpha 2 fois la matrice A2 qui est 0, 0, 1, 1, moins 1, 0, et plus alpha 3 fois quoi? Fois 0, 0, 1. Non, non, il n'y a pas 1 ici, il y a 0, pardon. Et ici, on a 1, 0, 1. Tout ça est égal à la matrice nulle. Donc, si vous faites la somme de ces trois, hein, donc on trouve facilement, bien sûr, hein, on trouve la matrice suivante qui est tout simplement moins alpha 1, ok, alpha 1, alpha 2 plus
alpha 3 moins alpha 2 et alpha 3. Tout ça est égal à combien? Est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et donc, bien sûr, tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, on va avoir moins alpha 1 est égal à 0, alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0, alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0, moins alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0. Donc, on va avoir ici combien un système qui contient combien d'équations? 6 équations. Donc, on va avoir ici moins alpha 1 est égal à 0, alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0, alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0, moins alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0. Eh bien, vous serez d'accord avec moi. Moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire c'est alpha est égal à 0. Alpha est égal à 0, c'est alpha est égal à 0. Alpha 2 est égal à 0, c'est alpha 2 est égal à 0. Si vous remplacez ici alpha 2 par 0, vous aurez ici quand alpha 3 est égal à 0. Moins alpha 2 est égal à 0, c'est alpha 2 est égal à 0. Et alpha 3 est égal à 0, c'est alpha 3 est égal à 0. Donc, à la fin, on a alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à 0. Ce qui implique ici que notre famille, elle est comment? Est libre. Ben, elle est libre. Et on a déjà démontré que c'est une famille génératrice. Donc, ça implique que notre B, elle est comment? Est une base de grand F. C'est quoi le cardinal de B? Le cardinal de B, c'est égal à combien? Est égal à 3. Parce qu'il contient combien de matrices? Il contient 3 matrices. Et bien, si le cardinal de B est égal à 3, donc la dimension de notre sous-espace vectoriel est égale à elle aussi à 3. Alors, ici, on s'arrête. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu cette séance-là parce que c'est une séance qui est très importante. Donc, notre séance s'achève ici pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.